Merci, merci Gilles de ces rappels et de ce cadre légal qui encadre l'expertise judiciaire et les experts judiciaires. Et il convient de dire également que les experts partagent un certain nombre de valeurs et de principes avec les avocats. Et ces partages de valeurs et de principes ont notamment été rappelés par la charte commune entre avocats et experts qui a été signée le 18 novembre 2005 et qui prévoit dans son préambule que dès le début des opérations d'expertise, les rapports entre l'expert désigné par le juge et le ou les avocats de chacune des parties doit s'inscrire dans le strict respect des règles de déontologie de l'un et celles des autres sur des points essentiels. Ces règles leur sont communes. Alors effectivement, les règles de déontologie qui animent les avocats et les experts sont identiques, c'est-à-dire le principe d'indépendance qui doit préexister et existe, qui permet à chacun d'avoir une très large autonomie dans l'exercice de ses fonctions, les respects de l'honneur, de la probité, de la conscience, de la loyauté, de la modération. Alors ça, c'est vrai que pour les experts judiciaires, c'est plus facile sans doute à respecter que pour les avocats, mais c'est quand même un principe auquel les avocats sont tenus et il appartient aux experts judiciaires de le rappeler dans les expertises judiciaires lorsque ça monte un peu en pression, et de courtoisie qui va avec, bien évidemment, la modération. Mais il y a un principe qui n'est pas commun entre avocats et experts, c'est l'objectivité. C'est-à-dire que les experts doivent être objectifs, les avocats peuvent ne pas l'être et peuvent évidemment être totalement subjectifs puisqu'ils sont là pour défendre leurs clients. La question, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à être subjectifs ou à être objectifs? Et ça, c'est une réponse qu'il appartient aux avocats et leurs clients de répondre. Mais ces principes sont des principes essentiels et le principe d'objectivité qui est le thème d'aujourd'hui est un principe essentiel. Alors, il va de soi lorsque l'expert intervient comme expert judiciaire, mais je vais centrer mon propos sur l'expert judiciaire qui intervient comme expert partie. Donc je vais l'appeler expert partie et que je vais également opposer à l'expert technique qui n'est pas expert judiciaire dans mes propos qui suivent. Donc l'expert judiciaire doit respecter un principe d'objectivité et pour moi, il y a un intérêt évident à ce qu'une partie et son avocat demandent à l'expert judiciaire, l'expert partie qu'ils vont saisir, de respecter ce principe. Alors, pourquoi ? D'abord parce qu'on va confier à un expert une mission et pas des instructions, quoi. Et effectivement, il s'agit de lui donner une mission qui va viser, donc en matière financière, à déterminer un préjudice. Et l'intérêt de l'avocat, et c'est là où le rôle de l'avocat va être de convaincre son client, parce qu'évidemment le client va dire « bon, je paye un expert, c'est pour qu'il me donne mon préjudice. Mon préjudice, il est de 6 millions, 7 millions, il a intérêt à dire que c'est 6 ou 7 millions, parce que sinon je ne vois pas pourquoi je le paye. » Et donc l'avocat va être là pour lui dire « non, attendez, votre intérêt, c'est pas qu'il soit de 6 ou 7 millions. Certes, qu'il soit peut-être de 6 ou 7 millions, et à vous de donner les éléments pour qu'il soit de ce montant-là. Mais si votre expert privé vient vous dire qu'il est que de 2 et de 3, on n'a aucun intérêt à aller en procédure judiciaire, à demander un préjudice de 6, alors qu'en la réalité, il ne vaut que 2 ou 3. Donc, votre intérêt, il est de demander le juste préjudice et le bon préjudice, parce que ce préjudice, il va être challengé. Il va être confronté, alors Kay nous disait tout à l'heure qu'elle adorait le conflit, qu'elle adorait le contradictoire, mais à un moment donné, ce préjudice va être soumis au contradictoire. Il va être soumis au contradictoire de qui déjà? De l'autre partie, qui l'autre partie pourra nommer elle-même un expert partie, et donc pourra également challenger le préjudice. Et c'est vrai que si l'autre expert partie est également expert judiciaire, et si le préjudice est bien calculé, il aura beaucoup de mal à remettre en cause le rapport qui aura été fait par l'expert demandeur et celui qui produit le rapport. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le juge, face à deux rapports qui seront opposés, va soit pouvoir se faire son avis, c'est le cas que j'ai là, où l'expert a dit « j'ai deux rapports ». Je n'ai pas besoin d'un expert judiciaire car je vais être en mesure de pouvoir me forger moi-même mon avis. On a eu un débat et au bout d'une heure de débat, il a demandé à ce que les experts soient convoqués lors de la prochaine audience. Et la prochaine audience a été fixée au mois de juin où les deux experts parties vont venir pour défendre chacun son rapport. Donc il faut savoir que l'expert judiciaire, expert partie, a rédigé un rapport pour une partie, peut alors, être convoqué. C'est sûr que s'il vient, il peut ne pas venir.
mais c'est quand même pas terrible au tribunal de commerce de Paris s'il ne vient pas. Donc il va venir, bien évidemment, et il va devoir défendre son rapport devant un magistrat qui ne nous a pas caché que c'était un ancien directeur administratif et financier, et donc il connaissait particulièrement bien les chiffres. Donc on va avoir normalement 1 heure d'audience sur le rapport de l'un et le rapport de l'autre, et le juge va après statuer sur le rapport. Je vous rappelle que c'est le juge qui désigne les experts judiciaires et qui, après, désignera tel ou tel expert. Donc il y a un intérêt, effectivement, à une objectivité, car vous pouvez, l'expert judiciaire peut se retrouver dans cette position-là. Ce qui nécessite pour l'expert partie d'avoir l'intégralité des pièces. C'est essentiel, il ne faut pas lui cacher les pièces. Alors bien évidemment, il doit citer les pièces qu'il a été amené à voir, parce que si au cours de l'expertise judiciaire sont révélées des pièces qui peuvent être détenues par l'autre partie d'ailleurs, que l'expert en toute bonne foi ne peut, et la partie d'ailleurs, peut ne pas avoir, puisqu'elles peuvent aussi être dans la possession de l'autre partie, d'où l'intérêt du contradictoire. Mais en tous les cas, l'expert partie, lors de sa mission, doit bien évidemment dresser la liste des pièces qu'il a été amené à consulter et sur lesquelles il a été amené à faire son avis, mais doit demander l'intégralité des pièces qui est nécessaire. Et là encore, c'est le travail de l'avocat de convaincre son client d'ouvrir ses livres et de tout donner de manière à ce que l'information soit la plus complète et la plus claire possible. Si on remplit ces conditions, on pourra faire un bon usage du rapport d'expertise, car dans ces conditions, le rapport d'expertise pourra être challengé, pourra être confronté, pourra être soumis au contradictoire, pourra même être soumis à un autre expert judiciaire, parce que moi je dis à mon expert à qui je demande d'intervenir, attention, si on part en expertise judiciaire, vous viendrez à la réunion d'expertise et vous défendrez votre rapport dans la réunion d'expertise aux côtés comme expert partie, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il va devoir défendre son rapport face à un autre expert judiciaire également, si cela arrive. Donc, le bon usage de l'expertise privée, l'expert partie et l'expert judiciaire partie, c'est d'avoir un rapport objectif et le plus objectif possible. Alors, pourquoi de l'intérêt d'avoir un expert judiciaire plutôt qu'un expert comptable? Alors, j'ai fait l'expérience plusieurs fois d'expert comptable, et je n'ai rien contre les experts comptables. Le seul problème, c'est qu'ils ne connaissent pas véritablement l'expertise judiciaire. Ils n'ont pas les fiches de la cour d'appel, mais ils n'ont pas l'habitude de gérer la problématique, parce qu'il n'y a pas que des chiffres. Il y a aussi un peu de droit derrière. Il y a le lien de causalité, notamment entre le fait dommageable, la faute, le manquement contractuel et le préjudice. Il y a lien de causalité. Et ça, les experts comptables qui n'ont pas l'habitude de travailler sur ce genre de choses ont plus de mal que les experts judiciaires qui ont l'habitude de travailler sur ça. Parce que ce qui m'intéresse dans un rapport, c'est pas d'avoir un rapport avec des tableaux Excel incompréhensibles, parce qu'on tombe sur un directeur administratif et financier, mais on peut tomber aussi dans certains tribunaux sur un marchand de chaussures. Je n'ai rien contre les marchands de chaussures, mais ça m'est arrivé au tribunal de commerce de Grès sur un dossier à plusieurs dizaines de millions d'euros d'enjeux. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un rapport qui est rédigé, qui explique la méthodologie, qui explique le processus, qui explique le lien de causalité et qui fait tout le travail, en fait, que nous allons reprendre dans nos conclusions et présenter après au juge. Donc l'intérêt, effectivement, d'avoir recours à un expert judiciaire comme expert partie plutôt qu'un expert technique, notamment sur le plan financier, pour moi est évident. En plus de l'autorité, c'est vrai, qui est la sienne, mais cette autorité tient aussi à son objectivité et au fait qu'il respecte les principes de déontologie que j'ai rappelés tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas d'un expert technique qui n'est pas soumis à toute cette déontologie et à tous ces principes, notamment le principe d'objectivité. Alors, le rapport, les suites d'un rapport d'expertise privée. D'abord, il peut servir de preuve. Il y a un arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 qui a bien rappelé ce principe qu'un rapport privé peut servir tout à fait comme élément de preuve et peut constituer, par sa seule motivation, peut motiver la décision du juge. Moi, je l'ai eu dans un dossier et d'ailleurs c'était dans cette cour d'appel, où en première instance, il n'y a pas de rapport, préjudice 1 million d'euros. Je fais un rapport d'expertise privée qui aboutit à 150 000 euros. J'étais pour celui qui devait payer, donc je disais je suis d'accord pour payer, mais si je paye, ce sera que 150 000 euros. L'autre partie n'a pas fait de rapport et la Cour a entériné les 150 000 euros et a infirmé la décision du juge. En se basant sur le rapport, je produis. L'autre partie avait, et la motivation c'est, il a été soumis au principe du contradictoire puisqu'il a pu en débattre. Il aurait pu lui aussi faire un rapport d'expertise privée. Donc il avait les moyens du débat contradictoire. Il ne les a pas utilisés. Tant pis pour lui.
Voilà. Donc c'est la motivation qui est retenue, et dans cet arrêt de Cour de cassation du 27 janvier 2021 également, où il est dit que le rapport a été soumis au contradictoire des parties et donc remplit parfaitement son office. L'expertise privée également contre-rapport. Alors là, c'est plus délicat, effectivement, c'est-à-dire que l'on saisit un expert judiciaire pour qu'il vienne critiquer un rapport d'expertise judiciaire après qu'un rapport d'expertise judiciaire a été déposé. C'est toujours délicat. J'ai eu l'expérience il y a quelques jours. Ça s'est très mal terminé, la réunion, puisqu'il y avait 2 experts partis qui s'opposaient à un expert judiciaire, mais après un dépôt de rapport. Il y avait dépôt de rapport et réouverture des opérations d'expertise à la lecture de rapports, de contre-rapports d'experts judiciaires, et demande de juge de faire une réunion avec les 2 experts judiciaires et l'expertise judiciaire. C'est très mal passé. On passe en récusation devant le juge. C'est devenu le sport. Hein. J'en suis à ma 4e récusation en 2 ans. J'en avais jamais vu en 30 ans. Mais il y a des demandes de récusation maintenant qui sont faites assez souvent par les parties. Donc, le contre-rapport est possible par un expert judiciaire, mais il faut quand même faire attention. Il y a quand même les principes déontologiques, respect des formes, et c'est vrai que c'est quand même, ça peut être parfois un exercice délicat en restant dans la déontologie telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure. Et il y a la consultation que vous connaissez et qui est un moyen, parce que c'est vrai que les recours à l'expertise judiciaire, il y en a quand même de moins en moins d'expertise judiciaire, vous le savez, au tribunal de commerce de Paris, en tous les cas, le nombre diminue, et c'est vrai que nous, moi, je fais partie des personnes qui demandent aussi des consultations, c'est plus léger, les juges, ils font plus facilement droit, on n'en voit pas encore beaucoup, mais on en demande, c'est-à-dire c'est la consultation sur un point précis et pas une expertise complète, et donc c'est plus léger, ce qui est aussi plus facilement acceptable pour les parties qui trouvent toujours que les expertises, c'est long et c'est cher, parce qu'il faut quand même aussi les convaincre d'y aller. L'objectivité par rapport au principe du contradictoire. Donc, dans le principe du contradictoire, vous le savez, il y a l'accès aux pièces, la communication aux pièces. Alors, je sais que le débat de ce matin de savoir si on peut faire des expertises techniques non contradictoires ou en tous les cas sans les avocats. Moi, je le fais régulièrement, il ne me pose aucun problème, notamment les expertises financières. Quand on va regarder dans les ordinateurs les tableaux de gestion, etc., je ne vois pas à quoi ça sert que les avocats soient là, franchement, et c'est assez inutile. Maintenant, il y a des réunions où il faut que les avocats soient là, et je pense que le contradictoire est respecté à partir du moment où les parties sont là, les experts techniques sont là, le contradictoire est parfaitement respecté. Avec, c'est vrai, et ça a été rappelé, toute l'importance de la mission et la détermination de la mission pour qu'elle soit la plus objective possible. On a de plus en plus de demandes de missions qui sont demandées par des demandeurs avec des missions très orientées. Et le travail, effectivement, de l'avocat en défense va être de dire non, on ne peut pas faire des missions orientées, il faut faire des missions objectives et de proposer d'autres missions. Alors, il y a des tribunaux qui écoutent, il y a des tribunaux qui ont leur mission type, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne idée, la mission type. C'est pas mal aussi quand même d'avoir des points un peu particuliers, chaque cas est un peu spécifique, mais de veiller à l'objectivité dans la définition de la mission. Enfin, dernier point, c'est tout le problème des pièces qu'on ne veut pas communiquer en se cachant derrière le secret des affaires. Ça, c'est devenu aussi le sport national. Secret des affaires, je refuse de communiquer. Et alors, des pans entiers, hein, ce n'est pas une pièce par-ci, par-là, c'est carrément des stocks entiers de pièces où on dit qu'il y a le secret des affaires, on ne veut pas les communiquer. Donc, on peut le comprendre sur des formules chimiques, sur des rentabilités particulières de marge. On peut comprendre qu'il puisse y avoir un certain secret. Alors, vous le savez, la loi est venue réformer, en tous les cas apporter un cadre pour éviter les pratiques qui parfois étaient un peu bizarroïdes de certains tribunaux qui acceptaient d'exclure une partie de réunions d'expertise, de carrément consulter des pièces et des volumes de pièces importants. Parce que, encore une fois, si c'est en quelques pièces, donc vous avez la loi du 30 juillet 2018 et le décret du 11 décembre 2018 qui est venu définir ce qu'était le secret des affaires, très précisément, et qui le définit comme est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants. Donc il y a 3 critères. Elle n'est pas en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exact de ces éléments généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité, premièrement. Deuxièmement, elle revêt une valeur commerciale
effective ou potentielle du fait de son caractère secret, elle revêt une valeur commerciale ou effective. Il y a des tas de secrets qui ne revêtent pas de valeur commerciale ou effective. Troisièmement, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, hein, c'est la raison qui revient à la place du père de famille, compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques difficultés d'interprétation, mais au moins ça donne un cadre. Et après, l'article 153.1 du Code de commerce vient nous préciser comment on peut en prendre connaissance avec la détermination et prendre connaissance seul de cette pièce si nécessaire ou étonner une expertise et solliciter l'avis pour chacune des parties. Donc ça, c'est le juge qui peut, lui, consulter la pièce et à ce moment-là demander l'avis d'un expert sur le caractère ou pas secret de la pièce. Donc vraiment, on n'est sur pas un stock de pièces, on est sur quelques pièces qui peuvent effectivement avoir un caractère secret et il appartiendra de dire quel est ce caractère secret, mais on voit bien que c'est un caractère très limitatif. Décider de limiter la communication et la production de cette pièce à certains de ces éléments et ordonner la communication et la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès pour chacune des parties, au plus ou à une personne physique ou une personne habilitée à l'assister ou la représenter. Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du Conseil, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. Donc on voit que c'est quand même très limité, c'est le juge. Nous, dans les expertises qui se passent maintenant très souvent, et vous le savez, notamment en matière d'expertise financière, on demande aux experts financiers de remplir des conventions de confidentialité et d'avoir accès aux pièces. Donc les pièces ne sont pas communiquées, elles sont mises en data room ou sur un document, elles ne peuvent pas être copiées, ne peuvent pas être emportées, ne peuvent pas être diffusées. Et les experts techniques qui ont rempli une convention de confidentialité peuvent les consulter de manière à ce que le principe du contradictoire soit respecté, mais le secret des affaires va l'être aussi, alors pas à l'égard de l'expert technique de partie, mais au moins à l'écart de la partie directement, et il pourra vérifier de la qualité de la pièce, de son caractère secret ou non, et également de pouvoir en débattre contradictoirement lors du débat oral qui a eu lieu. Ça se passe très bien, quoi. Moi, chaque fois qu'on l'a mis en place, ce système-là, il fonctionne absolument très bien et sans aucune difficulté. Et je n'ai jamais vu, depuis que c'est pratiqué, de violation ou de voir des choses diffusées contrairement à ce qu'il devait être. Voilà, donc le principe d'objectivité, et dans ces moments-là, le principe d'objectivité de l'expert judiciaire est important, bien évidemment, pour se faire... un peu, alors l'arbitre, entre guillemets, ou en tous les cas essayer de diriger les parties vers une solution qui puisse convenir et qui permette à l'expertise d'avancer et qu'elle ne soit pas arrêtée et prolongée au-delà des délais normaux d'une expertise judiciaire.